Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes du côté du Clerjus. C'est une émission gourmande. Nous allons nous intéresser aux produits du terroir. On commence ici à la culture du safran des Pailloux. C'est parti. Nous nous retrouvons toujours du côté du Clerjus. Je suis cette fois avec Richard Thierry. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes producteur de safran au Safran des Pailloux. Alors, tout a commencé il y a 15 ans avec un pari un peu fou, celui de cultiver du safran ici dans les Vosges. Alors, comment ça a démarré ? Alors c'est déjà une formation horticole. Je sortais de l'école de Révulé-aux-Chênes et un petit reportage à la télévision, une productrice de safran dans la Creuse et je me suis dit si ça pousse en Creuse, ça doit pousser chez nous. Et donc j'ai rencontré un producteur de safran en Alsace. Il m'a fait rentrer dans sa safranière au mois d'octobre et j'ai vu ces magnifiques fleurs. J'ai craqué, j'ai démissionné de mon emploi et j'ai acheté 40 000 bulbes que j'ai plantées à Plombières-les-Bains. Donc vraiment un coup de folie. C'est ça, presque sur un coup de tête. Ouais. Et donc ça a bien pris au fil des années. Alors vous étiez d'abord à Plombières, maintenant au Clerjus. Ça se passe comment la culture du safran ? C'est quoi la particularité de cette culture-là ? La particularité de cette culture, c'est qu'elle a c'est technique, mais elle a une végétation inversée. Elle commence à s'épanouir quand 80% de la végétation commence à s'endormir à l'automne, en fait. Donc c'est maintenant, en fait. Voilà, là, d'ailleurs, on est en plein dedans. Là. D'ailleurs, vous avez un panier, on voit un peu à quoi peuvent ressembler des fleurs fraîches, donc des fleurs violettes, le pistil au milieu. C'est ça qu'on consomme, en fait. Oui, c'est voilà, ça vous consommez le pistil, oui. Donc on appelle ça l'or rouge, c'est l'épice la plus chère du monde. Elle se chiffre à combien là ? En France, on est environ à entre 35 000 et 40 000 euros le kilo. Et vous produisez combien chaque année ? J'ai jamais atteint le kilo en 15 ans. C'est entre 500 et 800 grammes par an, si on enlève aussi les années noires où on ne fait rien. Parce qu'on ne se rend pas bien compte, on voit que c'est juste le pistil, le safran, donc c'est 1 kilo de safran, c'est combien de fleurs finalement ? C'est un chiffre qui impressionne toujours, c'est les bonnes années avec des grosses fleurs, c'est 150 000 fleurs au kilo, et les années où les fleurs sont plus petites, c'est 200 000 fleurs au kilo. D'accord. Et donc alors là, on s'approche de votre champ, vous avez deux parcelles au Clerjus, c'est ça ? Oui, on était sur 7 000 m² à Plombières, on a déménagé sur le Clerjus, et aujourd'hui j'ai 2 fois 2500 m², une parcelle qu'on a plantée en 2021 et une parcelle qu'on a plantée l'année dernière. Donc là, la récolte arrive tout doucement. Là, vous avez cueilli, ça va encore se prolonger, c'est ça, pendant les semaines à venir. C'est quoi la prochaine étape ? On les décortique, enfin j'appelle ça comme ça, mais voilà, on enlève les pétales, comment ça marche ? C'est ça, on va aller pendant 4 semaines, on va aller tous les jours, comme ce matin, récolter ce que la parcelle veut bien nous donner. Et après, on va émonder, alors le terme est pas forcément juste, parce qu'on émonde une tomate, mais pas forcément. On épluche la fleur pour récupérer quelques milligrammes de pistil à l'intérieur. Okay. Et c'est surtout ça qui fait le coût du safran en fait en France, c'est le coût du travail. Ça demande énormément, en dehors de la récolte et de l'entretien, ça demande beaucoup d'heures de travail d'épluchage en fait. Ah, vous en faites quoi ensuite ? Vous travaillez avec des chefs, avec des producteurs qui le transforment, c'est ça ? Ça tombe bien. Oui, effectivement. Moi, la première chose que j'ai fait en tant que fils de cuisinier, mon père a fait ce métier-là pendant 50 ans, j'ai été confronté mon produit chez les chefs locaux, quoi. Et je suis très content aujourd'hui parce que je fournis le chef de l'année Goemio 2025, qui est François Jagu au Luxembourg. Alors je pense que c'est peut-être Goemio Luxembourg, mais je fournis entre autres, on travaille avec des très grandes tables, des tables plus modestes. Je travaille avec une trentaine de restaurateurs aujourd'hui. Donc c'est forcément une fierté. Et donc des producteurs aussi, d'ailleurs, dont vous vendez les produits qui incluent du safran dans la préparation, c'est ça C'est-à-dire ? Par exemple, de la bière qui inclut du safran, oui, tout à fait. Ou des pâtes, ce genre de choses. Ça fait, dès le début du projet, je voulais vraiment, on n'est jamais seul, et je voulais vraiment engager des copains qui travaillent bien, avec qui j'ai beaucoup d'affinités, comme effectivement des brasseurs, comme l'atelier à pâtes à Thiéfos, j'en oublie, mais de toute façon je ne peux pas tous les citer, Alexandre Maire avec ses escargots, et oui, c'est important pour moi de travailler avec des copains, quoi, et du coup on valorise notre produit, et puis on se tire vers le haut les uns et les autres en fait. C'était l'idée. Et alors,
J'imagine, voilà, les années étant compliquées d'un point de vue météo ces dernières années, entre les sécheresses, entre le trop de pluie, etc. Est-ce que c'est difficile la récolte du safran? Oui, moi je fais partie des producteurs de safran qui pensent, hein, après on n'est jamais sûr de rien, mais qui pensent que les rendements vont faire que baisser les années à venir. Alors je l'ai annoncé à mes portes ouvertes le week-end dernier, puis finalement, a priori, là, on a l'air d'avoir des bonnes températures dans quelques jours, les températures idéales. Et depuis 2-3 jours, on sort de la fleur. J'ai une parcelle qui donne sur les deux, donc voilà. Ça ne sera pas une année noire comme l'année dernière, ça ne sera pas une année extraordinaire, mais oui, voilà, ça fait du bien, on sort des fleurs, quoi. L'année dernière, c'était vraiment, voilà, combien vous avez récolté par rapport à une année normale? 10% de ce qu'on devrait faire. Après, on fonctionne sur le stock. C'est comme le vin, ça vieillit très bien, ça se stocke très bien. Et 2022, on a presque fait le kilo. Donc voilà, on a encore 2 à 3 ans devant nous en gérant les stocks pour absorber une année comme l'année dernière. Et bon, j'espère que cette année, ça a l'air d'être mieux parti quand même. Donc vous arrivez tout de même à en vivre, mais vous interdisez pas d'élargir vos horizons vers d'autres produits, hein, c'est ça? Oui, je ne veux pas attendre d'être au pied du mur, je ne veux pas attendre de plus avoir de safran, donc j'ai des projets qui me trottaient depuis pas mal de temps, donc l'écrevisse et la maurie, et donc voilà, ouais, on va essayer de faire ça. Ouais. Donc l'écrevisse, parce que vous avez un terrain avec un ruisseau, c'est ça? Donc, j'ai ce qu'il faut pour élever de l'écrevisse. Oui, on a un petit ruisseau avec une super qualité d'eau et on a un peu de place pour faire de la maurie. Et qui plus est, aujourd'hui, on vend un peu plus facilement à nos chefs des écrevisses et des morilles que du safran. On vous souhaite que ça fonctionne. En tout cas, on retrouvera peut-être d'ici quelques années des morilles de votre production. On le garde en tête en tout cas. On va tout de suite regarder un reportage tiré de nos archives et ça vous concerne. C'était à vos débuts. Vous avez eu un petit passage difficile et vous avez fait appel à la solidarité. Les gens sont venus vous aider à planter les bulbes. Je ne sais plus combien il y avait de bulbes. On va le retrouver dans le reportage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. Il avait besoin de bras, ils sont venus avec leur pelle et leur bonne humeur. Une 60aine de bénévoles plantent depuis lundi des bulbes de crocus à Plombières-les-Bains sur les terres de Richard, safranier. Tous ont un point commun, ils ont répondu à l'appel à l'aide de ce producteur de safran pour lui permettre de finir ses plantations à temps. À une semaine de la date limite, les 2/3 de ces bulbes n'étaient pas plantés, soit 80 000 pieds. La faute à des livraisons tardives et à la météo. L'appel aux bénévoles était donc sa dernière solution. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a surpris. Ça fait 4 jours que je passe mon temps au téléphone. J'honore tous les coups de fil, je réponds à tout le monde. Et voilà, non, pour répondre à votre question, je ne pensais pas que ça allait prendre une ampleur comme ça. Des coups de téléphone de toute la France, comme Charline, du Lavandou, et pour la première fois dans les Vosges. On est tous venus pour la même chose en fait, hein. C'est aider quelqu'un avec le sourire, la bonne humeur. On a tous répondu à l'appel, donc ça veut dire qu'on est motivés. Puis voilà, il y a des bonnes soirées pour se réchauffer, quoi. C'est fort sympathique parce que on est tous très hétéroclites. Il y a des jeunes, des plus anciens, il y a beaucoup de retraités quand même. Il y a des dames toutes seules, des dames accompagnées. Puis là, il y a de la bonne ambiance, il y a une bonne humeur, pourvu que ça dure. Bêcher ou ratisser, chacun a une tâche bien précise. Les bulbes de crocus doivent être plantés à 30 cm du sol pour une floraison qui débutera dans 6 à 8 semaines grâce à l'aide de tous. Et c'est finalement le plus important pour Richard. À la fin de la journée, mardi, tout le monde s'est changé les numéros de téléphone, les adresses, etc. Moi, j'aimerais déjà cette année réunir tous ceux qui m'ont aidé autour d'une bonne table. Et, je vois un peu plus loin, j'aimerais même qu'on se retrouve tous les ans pour marquer ça, pour marquer le coup tous les ans, si les gens le souhaitent. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et voilà, pour moi, ils vont faire partie de ma vie, tous ces gens-là maintenant. C'est émouvant, hein. Voilà. Mais avant de se retrouver autour d'un plat épicé, c'est l'heure du café pour tous les bénévoles. Une pause méritée avant la fin des plantations, samedi, dans les temps. Nous sommes à la pisciculture du Buisson du côté du Clerjus. Je suis avec Loïc Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici producteur pisciculteur en fait ici et ça fait 15 ans, c'est ça que vous êtes quasiment, que vous êtes installé là. Ça a commencé comment alors ? Ça a commencé tout d'abord avec une passion, donc la passion de la pêche.
Ouais. tout simplement. Donc après moi je me suis orienté sur la pisciculture parce que c'est ce qui se rapproche le plus près de la pêche en fait. Donc après j'ai vraiment aimé ce métier de production salmonicole, donc la truite, vraiment la truite en elle-même. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout mon cursus scolaire en pisciculture. Voilà, pendant 7 ans, j'ai appris l'élevage et tout ce qui gravite autour de l'élevage. Ouais. Et ce qui permet aujourd'hui de m'être installé il y a, pas tout à fait 15 ans, 14 ans que je suis installé aujourd'hui. Voilà. Donc c'était déjà une pisciculture, mais donc un monsieur qui allait partir à la retraite, l'activité n'était pas développée comme aujourd'hui. Et vous, voilà, c'était un bel endroit où s'implanter. Oui, ça a été une belle opportunité de m'installer ici, donc avec un élevage qui était sain au départ, donc où il n'y avait pas de soucis de maladies, etc., avec une bonne réputation, donc ça m'a permis de reprendre ce site en toute connaissance de cause, et c'est vrai que c'était un site idéal pour l'élevage, comme je vous expliquais auparavant, grâce à son écloserie, donc grâce à ses sources qui sont de très bonne qualité pour... Il faut préciser qu'il y a une écloserie qui est installée un petit peu plus bas, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a une écloserie. Donc l'écloserie, c'est là que vont se passer tout le début de l'élevage, Donc là, on va faire la ponte, donc qui va commencer dans quelques semaines, généralement début novembre, et on va mettre en incubation les œufs, et les naissances vont avoir lieu tout au cours du printemps, voilà. Donc vous élevez des salmonidés globalement, donc c'est tout ce qui est truite, toutes sortes de truites, une espèce de saumon aussi, il me semble, hein, c'est ça? Eh ben c'est pas, on appelle ça le saumon de fontaine, mais c'est pas un saumon, c'est pas du tout faut pas affilier ça au saumon atlantique comme on voit dans les étals, donc on appelle ça le saumon de fontaine, mais le saumon de fontaine c'est plutôt un omble, comme l'omble chevalier, donc c'est le cousin de l'omble chevalier qui est lui nord-européen, l'omble de fontaine est nord-américain. D'accord. Voilà. Et donc ce site qui est quand même un écrin magnifique, qui fait aussi sa particularité, vous avez décidé de l'ouvrir au public. Ça c'est un vrai choix de votre part, c'est pas juste le côté pisciculture de production, il y a aussi un espace ouvert à la pêche en fait. Hein. Oui, effectivement. Donc il y a de la pêche de loisirs sur l'étang qu'on a en face de nous. Donc c'est de la pêche à la demi-journée et le public vient pêcher des truites tout au cours de la journée. Et j'accueille aussi du public pour de la vente au détail, donc ils peuvent venir sur le site pour acheter des truites ou alors tout simplement se balader et puis visiter l'élevage en auditeur libre, tout simplement. Possibilité également de les privatiser ces étangs, hein, si j'ai bien compris. Oui, le second étant pas celui-ci, mais celui qui est en amont de la pisciculture, qui peut être privatisé par des familles, des groupes ou des comités d'entreprise. Voilà. Donc j'imagine qu'il y a aussi dans l'année des temps forts, est-ce qu'on peut retrouver des petites compétitions? Pas forcément du côté de votre étang. Donc on a 3 journées on appelle ça des journées un peu spéciales, donc c'est avec des petits concours de pêche, donc qui sont le premier c'est de la pêche à la grosse truite, le second ça va être de la pêche à la truite fario qui est vraiment apprécié des amateurs de truite, et le dernier qui se situe au 15 août, lui ça va être de la pêche à la truite baguée, donc ils vont pêcher des truites, il y en a certaines qui vont être baguées et qui vont avoir un lot généralement qui gravite pareil autour de la pêche, du matériel de pêche, etc. Alors là derrière nous on voit quelques pêcheurs donc qui sont là comme vous l'avez dit à la demi-journée, mais il faut préciser tout de même que la saison de pêche va se fermer très prochainement, hein, c'est ça, on va laisser un petit peu les poissons se reposer, ça reprend au printemps. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc on va fermer le 1er novembre parce que après les journées sont beaucoup plus courtes, les conditions sont moins agréables pour la pêche, on aurait toujours des pêcheurs qui viendraient durant l'hiver, mais je préfère faire une coupure à partir du 1er novembre, me consacrer à la production, donc avec les pontes, etc. D'accord. Et rouvrir quand les beaux jours arrivent, quand le site revient fleurissant, beau vert, voilà. Je précise tout de même, en tous les cas, que la vente directe, c'est toute l'année par contre, hein, oui, c'est ça? Oui, les gens qui veulent venir acheter des truites pour la consommation, oui, c'est ouvert toute l'année, oui. D'accord. Oui. En hiver, il faut juste passer un petit coup de fil ou envoyer un mail pour savoir si je suis sur le site. Un petit peu. Bien sûr, ça marche. Merci beaucoup Loïc d'avoir répondu à nos questions. On regarde un reportage d'archives et on va aller cette fois-ci du côté d'un producteur qui fait de la spiruline et on se retrouve juste après. Merci. Si à première vue, cette substance verdâtre n'est pas franchement ragoûtante, à Rancourt, pas très loin de Vittel, on produit pourtant sans aucune hésitation, dans ces 2 bassins de 70 mètres cubes chacun,
La spiruline, une microalgue ou plutôt un micro-organisme qui se développe naturellement dans les eaux saumâtres et chaudes de certains lacs des Andes et d'Afrique centrale. Effet garanti sur la santé. En mai 2016, 8 agriculteurs des GEC du Bromont à Rancourt et de la Grande Saule à Marencourt l'ont très vite compris. C'est l'aliment le plus complet qu'on puisse trouver sur Terre. C'est connu aussi pour être le plus protéique. Donc il contient entre 55 et 70% de protéines, 100 calories. Et c'est très riche en fer, en magnésium, en calcium, en oligoéléments, en vitamine B12, en vitamine K. Très connu aussi en cosmétique pour la peau et les cheveux. La spiruline, bien connue également des adeptes de sport d'endurance, utilisée en cuisine et dans le milieu animal, ne serait-ce que pour changer la couleur de certains poissons exotiques. La production de spiruline est donc une manne qu'il ne fallait pas négliger, surtout lorsque l'on veut se diversifier et que l'on dispose déjà d'une unité de méthanisation par cogénération pour chauffer l'eau des bassins. On produit de l'électricité par cogénération, c'est-à-dire par moteur thermique. Et ce moteur qui dit moteur thermique dit production de chaleur. Et donc on avait un rejet de chaleur qui était non utilisé pour l'instant. Et par des rencontres après, notamment avec un breton, un ingénieur agricole breton qui connaissait ce produit, il nous en a parlé, on s'est renseigné, on a lancé des études de faisabilité et on s'est aperçu que c'était un produit qui était très intéressant, qui valorisait bien la chaleur, notamment au printemps et à l'automne où on en avait de la disponible. Et qui, bien sûr, dans l'Est était peu diffusé, peu produit. On est les premiers producteurs en Lorraine. Dans le Grand Est, on doit être 3 ou 4. Un exemple concret d'économie circulaire qui fonctionne et pourtant, en matière de fabrication artisanale de spiruline, la France est encore à la traîne. Aujourd'hui, on est à peu près entre 180 et 200 producteurs artisanaux en France. On produit à peu près entre 30 et 40 tonnes et le marché français était l'année dernière de plus de 300 tonnes et il a une croissance de plus de 10% tous les ans. Donc on est vraiment minoritaire sur la production artisanale française, ce qui fait que la majorité des productions artisanales sont vendues en direct ou en circuit très local. Donc après, il y a un gros marché qui se fait en pharmacie ou en magasin bio qui sont plutôt des spirulines d'importation. Les deux premiers producteurs et importateurs sont la Chine et les États-Unis. La récolte de la spiruline a lieu tous les 2 jours ici à Rancourt. Elle est égouttée, pressée et séchée à basse température, puis transformée en paillettes déshydratées. Comptez une quinzaine d'euros pour 100 grammes de spiruline. L'objectif à l'année, produire près de 450 kg de spiruline qui seront ainsi vendus via Internet, directement à la ferme ou chez une vingtaine de distributeurs vosgiens et la demande ne cesse de croître. Nous sommes désormais du côté de Razay. J'ai rejoint Yannick Moine. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des dirigeants de la Maison Moine, donc avec votre frère, vous êtes associés. C'est bien ça, oui. Et on peut dire que la Maison Moine, c'est vraiment une histoire de famille. Vous travaillez tous ensemble. Ah oui, on est donc 6, mon frère, ma belle-sœur, mes 3 enfants et moi-même. Donc voilà, ça marche bien, il y a une bonne cohésion en tout cas dans votre... Tout va bien, tout va bien. Pour retracer un petit peu votre histoire qui est assez atypique, tout a commencé en 1985 et au début l'idée c'était ici de cultiver des endives. C'est pas tout à fait ce que vous avez fait finalement. Ah si, on a quand même commencé à faire de l'endive, mais c'est l'endive qui nous a amené à la rhubarbe. Parce que le maraîcher que nous avons été voir pour essayer d'apprendre à cultiver la rhubarbe sous différentes formes, différentes façons, en hydroponie, sur paille, sur terre, ce monsieur prenait sa retraite et sur son terrain de maraîchage qu'il voulait vendre, il y avait 400 plants de rhubarbe. Et il a essayé de nous les vendre. Mais on n'était pas venu pour ça, on n'en voulait pas trop. Mais quand le prix a chuté, on les a quand même achetés. Dans l'idée de la vendre en frais, parce que nous étions aussi dans la pomme de terre à l'époque, et on livrait une trentaine de supermarchés tous les jours. Ouais. Et donc on était tous les jours chez eux. Donc pourquoi pas de la rhubarbe en frais au printemps pour des particuliers, pour des confiseurs, pour des pâtissiers. Et l'histoire a commencé comme ça. Et finalement, c'est la rhubarbe qui est devenue votre activité principale parce que ça a bien pris. Oui. Au début, donc vous m'avez dit, vous l'avez vendu en frais, puis vous avez eu l'idée de faire, pourquoi pas, du vin de rhubarbe un peu à la manière de nos grands-mères, quoi. Ça exactement. A commencé comme ça. La première récolte, il en restait un petit peu, et on dit, on va pas gâcher, on va faire du vin comme notre grand-mère. Et on a fait un bidon de 200 litres, et bien on n'a pas eu assez. Mais on a beaucoup de copains quand même, oui, je tiens à préciser. La deuxième saison était un peu plus forte en rendement, parce que la rhubarbe c'était bien implanté. Et là on a fait 2 bidons de 200 litres, et là on s'est dit bon, on va essayer d'en vendre. Nous avons fait le salon Vosges Terroir, l'association des producteurs des Vosgiens, et qui existe toujours d'ailleurs à ce jour. Et nous sommes partis un week-end là-haut, alors c'était empirique, ça pétillait pas, étiquette pose à la main, bouchon plastique, mise à la main. C'est un rhum, mais tout le monde connaissait, tout le monde dit mon père en fait, moi j'en fais, je connais, enfin bref, mais personne n'avait l'idée de commercer. Et donc on a commencé à rentrer dans ce salon-là à commercer.
Et alors, il y a quelque chose qui vous a quand même fait complètement décoller, c'était une année avec la région Grand Est, il me semble, vous avez eu l'opportunité d'aller sur un salon gastronomique au Japon. Au Japon, oui. Et c'est vraiment là que vous vous êtes fait connaître. Non, on s'est fait connaître. Donc c'était papa qui était à la manœuvre à l'époque. Ouais. Et je crois qu'il était bon. Visiblement, oui. Et puis après, il y a eu plein d'autres choses. Hein. Donc on a eu la chance aussi de fournir des beaux endroits, je pense à Paris, le Crillon, le Royal Monceau, le Scribe, le Lido. Des grandes maisons, grandes en fait. maisons. Hein, ouais. Et donc ça, c'est des carrefours internationaux, parce que des gens qui viennent de partout. Et donc ça a gravité comme ça, le commerce s'est fait un petit peu naturellement, j'ai envie de dire. Donc vous l'avez décliné sous tout un tas de formes. On a du pétillant qui est finalement un peu comme un crément, c'est ça, comme alors, donc il y a deux grandes familles, les vins tranquilles, donc non pétillants, et les pétillants. Donc dans les tranquilles, donc il y a le blanc des Vosges, c'est un blanc sec. Celui-ci, il s'accompagne bien avec des fruits de mer, des crustacés, des viandes blanches, des choucroutes. Pour les amateurs de sec, à l'apéritif, c'est très bien. Le Crillon, donc son petit frère, son grand frère, le Crillon le plus connu, le plus vendu d'ailleurs, celui-là, c'est un moelleux léger. Vous connaissez certainement l'Opiac, Cadillac, Montbazillac, ça vous parle? Eh bien, ça, c'est 120 grammes de sucre par litre résiduel. Et le Crillon, 63. Donc, moitié moins. Donc, ça ferme pas les papilles, ni les mamies, hein, mais les papilles, c'est sûr. Et ça va bien qu'un foie gras, un fromage fort, un dessert chocolaté en apéritif, quoi. On a presque envie d'en boire là tout de suite. Mais c'est à consommer avec modération, c'est de l'alcool quand même. Ah oui, parce que ça fait, si on en boit beaucoup, ça modifie le haut de la pesanteur. Hein. C'est un signe. Je crois que c'est pareil à chaque fois. Hein. Et alors, les pétillants, c'est très particulier. Ça vous parle peut-être pas, la méthode Cerdon. On refait des reprises de mousse en bouteille, couchées, sans manipuler, sans dégorger. Parce que comme il n'y a pas de chimie en amont, il n'y aura pas de dépôt dans la bouteille. Donc quand la fermentation n'est pas tout à fait finie, on sort de la cuve, on le filtre, on l'enferme dans la bouteille, il y a quelques levures qui passent, qui sont visibles à l'œil nu, et ça va monter à 2 bars de pression dans la bouteille, et c'est fini. Donc ça reste, en 8 mois de temps, on peut la mettre sur le marché. C'est assez génial. Là, je vais parler de choses un peu, qui fâchent un peu plus. C'est le climat qui change et que vous ressentez ici avec des périodes de forte chaleur. Une année là qui a été très très pluvieuse. C'est pas des années qui font du bien à la rhubarbe. Ah non. Alors la rhubarbe, elle a 2 ennemis. C'est d'abord le soleil et le vent. Et depuis cette année, la pluie, je m'en rends compte. Cette année, pour la première fois en 35 ans d'exploitation de rhubarbe, notre rhubarbe a chopé le mildiou. Ça n'arrive jamais. Ah oui. Alors c'est vrai que c'est pas, on va trouver des solutions parce que c'est notre métier, donc on va trouver des solutions. Un de mes fils, Max, est en train de construire une ombrière de 4 hectares en panneaux, des panneaux en espalier, au-dessus de la culture. Hein. Donc les bas de panneaux seront à 4,50 m du sol. Il y aura des panneaux sur 4 hectares, donc 40 000 m², c'est quand même assez conséquent. Et au-dessus, il y aura des panneaux photovoltaïques, donc ça fera de l'ombre. La rhubarbe sera mi-ombre, mi-soleil. Et tous les panneaux seront séparés les uns un peu des autres pour que l'eau puisse quand même tomber de façon régulière sur la parcelle. Et donc, ça pourrait être une solution. Ah bah c'est la solution. D'ailleurs, c'est un des plus gros chantiers Grand Est en agro-photovoltaïque. Et donc, pour le vent, sur les vents dominants, eh bien, il y aura des filets brise-vent qui vont descendre pour casser les coups de vent et que la rhubarbe soit à l'abri du vent. Parce que la rhubarbe, elle est intelligente, s'il y a du vent, ce qu'elle fait, elle réduit la surface de feuilles pour ne pas se faire renverser. Bien sûr. Et si elle réduit la surface de feuilles, elle réduit la surface d'échange et donc de rendement. Donc tout est lié en fait. Donc ça devrait peut-être régler une partie de vos problèmes. Ça va régler le problème, ouais. Et puis normalement, sous les 40 000 plants de rhubarbe qu'il y aura sous ce bâtiment, il y aura aussi 4 000 canards qui ne vont pas tuer l'herbe. Parce que les canards, ils mangent tout, sauf la feuille. Ils n'aiment pas ça. Et parce que la feuille est toxique, donc s'ils la mangeaient, ils en meurraient. Et donc les canards seront vendus après à un collègue qui a besoin de magrets ou de canards vivants. Enfin, nous, ils partiront vivants. Et puis à côté, on fera une petite fabrique de lac pour faire du canard laqué aussi, comme ça. Il me fatigue avec ces jeux de mots. Vous voyez ici, c'est la bonne humeur. On vous conseille de venir faire un tour donc à la Maison Moine. Merci Yannick d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. C'était un week-end à thème pour les fiancés à Épinal qui accueillaient la semaine dernière 2 salons du mariage en même temps. L'un au centre des congrès, organisé par la société Prestatec en présence d'une quinzaine d'exposants locaux sur la thématique des 4 saisons. L'autre plus intimiste à l'hôtel Lafayette, proposé par José Civico, dédié plutôt à l'artisanat sur mesure et aux prestations plus insolites comme les feux d'artifice et les vols en montgolfière.
C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de bière et de musique. Le Xerpils Festival ouvrait ses portes le week-end dernier pour la 8e édition à Certigny, en présence de producteurs locaux et de brasseries artisanales du secteur. Un événement né à l'initiative de la commune en hommage à son riche passé brassicole qui vise à promouvoir la microbrasserie qui a connu un essor exponentiel ces dernières années mais commence à ralentir, mettant certains fabricants en péril à cause de la concurrence. D'ici fin 2024, 10% des brasseries françaises indépendantes auront fermé leurs portes. Dans les Vosges, c'est le cas notamment des brasseries Montfleury à Charmes et Beer of No Nation à Vittel. 900 plants sur 300 mètres carrés, cela peut sembler beaucoup, mais c'est justement le but de cette méthode japonaise, planter de manière rapprochée pour végétaliser plus rapidement. Ce mercredi, la ville d'Épinal a entamé l'implantation de sa micro-forêt urbaine, la première du Grand Est. Certains habitants ont pu repiquer les 100 premiers végétaux entre plusieurs immeubles du quartier du Saulcerre à l'occasion des 100 ans d'Épinal Habitat. Le bailleur social détient désormais 5400 logements, ce qui représente près de 10 000 locataires. Pour continuer à améliorer la qualité de vie des habitants, Épinal Habitat a lancé en 2024 un plan global de rénovation sur 10 ans à hauteur de 100 millions d'euros. Et voilà, cet hebdo est terminé. J'espère que ça vous a ouvert l'appétit. En tout cas, vous avez désormais des choses à aller visiter sur le secteur de Certigny et environ. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. On prend une semaine de vacances. À très bientôt.